Elle emboucha sa belle trompette. Nous en étions au chapitre sur les merveilles des conduits hydrauliques. Et dans une gravure du XVIe siècle, tirée des Spiritalia de Héron, on voyait une espèce d'autel avec dessus un automate qui, en vertu d'un mécanisme complexe à vapeur, jouait de la trompette. Je ramenais Belbo à ses souvenirs. Mais alors, quelle était l'histoire de ce Don Tycho Brahe, ou comment il s'appelle, qui vous a appris la trompette? Don Tycho. Je n'ai jamais su si c'était un surnom ou son patronyme. Je ne suis plus retourné à l'oratoire. J'y étais arrivé par hasard, la messe, le catéchisme, quantité de jeux, et on gagnait une image du bienheureux Domenico Savio, cet adolescent au pantalon de bras rêve sur l'accordéon, que les statues représentaient toujours dans la soutane de Don Bosco, avec les yeux au ciel pour ne pas entendre ses camarades qui racontaient les blagues obscènes. Je découvris que Don Tycho avait formé une fanfare, toutes de garçons entre 10 et 14 ans. Les plus petits jouaient de la clarinette, de l'octavin, du saxo-soprano. Les plus grands supportaient le baryton et la grosse caisse. Ils portaient l'uniforme, blouson kaki et pantalon bleu, avec une casquette. Un rêve. Je voulus être des leurs. Don Tycho dit qu'il avait besoin d'un génisse. Il nous dévisagea avec supériorité et se mit à réciter. Génisse, dans l'argot de la fanfare, c'est une espèce de tout petit trombone qui en réalité s'appelle le bugle contralto en mi bémol. C'est l'instrument le plus stupide de toute la fanfare. Il fait umpo, 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 et quand la marche tombe sur un temps faible, et après, le pa-la-pa-pa-pa-pa-pa-pa, il passe au temps fort et fait pop, 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 mais on apprend facilement. Il appartient à la famille des cuivres, comme la trompette, et sa mécanique n'est pas différente de celle de la trompette. La trompette exige plus de souffle et une bonne conformation de la bouche. Vous savez, cette sorte de cale circulaire qui se forme sur les lèvres, comme Armstrong. Avec une bonne conformation de la bouche, tu épargnes ton souffle, et le son sort limpide et net, sans qu'on t'entende souffler. D'autre part, on ne doit pas gonfler les joues. Gare! Ça n'arrive que dans la fiction et dans les caricatures. Mais la trompette, j'apprenais tout seul à en jouer, en ces après-midi d'été où il personne à l'oratoire, et je me cachais dans le parterre du petit théâtre. Mais j'étudiais la trompette pour des raisons érotiques. Vous voyez là-haut cette petite ville-là, à 1 kilomètre de l'oratoire? C'est là qu'habitait Cecilia, la fille de la bienfaitrice des Salésiens. Alors, chaque fois que la fanfare s'exhibait pour les fêtes d'obligation, après la procession dans la cour de l'oratoire et surtout au théâtre, avant les représentations de la troupe d'amateurs, Cecilia, accompagnée de sa mère, était toujours au premier rang, à la place d'honneur, à côté du père prévôt de la cathédrale. Et dans ces cas-là, la fanfare commençait par une marche qui s'appelait Bon Début. Et la marche était ouverte par les trompettes en si bémol, d'or et d'argent, bien astiquées pour l'occasion. Les trompettes se mettaient debout et faisaient un solo. Puis ils s'asseyaient et la fanfare attaquait. Jouer de la trompette était l'unique façon de me faire remarquer par Cecilia. Autrement, demanda Lorenza attendrie. Il n'y avait pas d'autrement. D'abord, moi j'avais 13 ans et elle 13 ans et demi. Et une fille à 13 ans et demi est une femme. Un garçon est un morveux. Et puis, elle aimait un saxo alto, un certain papy, horrible et pelé, à ce qu'il me paraissait. Et elle n'avait Dieu que pour lui, qui bel et lascif. Car le saxophone, quand ce n'est pas celui d'Ornette Coleman, et qu'il joue dans une fanfare, et qu'il est joué par l'horrible papy, est, ou à ce qui me semblait alors, un instrument caprin et vulgaire. Il a la voix, comment dire, d'une mannequin qui s'est mise à boire et à tapiner. Comment font-elles les mannequins qui tapinent? Qu'est-ce que tu en sais, toi? En somme, Cecilia ne savait même pas que j'existais. Bien sûr, tandis que je trottais le soir sur la colline pour aller chercher le lait dans une ferme perchée, je m'inventais des histoires splendides, avec elle enlevée par les brigades noires, et moi qui courais la sauver sous les balles qui sifflaient à mes oreilles, et faisais tcha 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 en tombant dans les éteux. Je lui révélais ce qu'elle ne pouvait pas savoir, que sous de fausses apparences je dirigeais la résistance dans tout le Montferrat, et elle m'avouait qu'elle l'avait toujours espéré, et à cet instant-là j'avais honte, car je sentais comme une coulée de miel dans mes veines. Je vous jure, pas même mon prépuce ne s'humectait. C'était une autre chose, bien plus terrible, grandiose. Et de retour à la maison,
J'allais me confesser. Je crois que le péché, l'amour et la mémoire, c'est ça. Quand tu descends à l'aide des bras pressés de la fenêtre de la villa triste, elle qui se pend à ton cou, dans le vide, et te susurre qu'elle avait toujours rêvé de toi. Le reste n'est que sexe, copulation, perpétuation de la semence infâme. En somme, si j'étais passé à la trompette, Cecilia n'aurait pas pu m'ignorer, moi debout, éclatant, et le misérable saxo assis. La trompette est guerrière, angélique, apocalyptique, victorieuse. Elle sonne la charge. Le saxophone fait danser les petits mecs des banlieues aux cheveux gras de brillantine, joue à jouer avec des filles en sueur. Et moi, j'étudiais la trompette, comme un fou, jusqu'au moment où je me suis présenté à Don Tico, et je lui ai dit « Écoutez-moi », et j'étais comme Oscar Evans, quand il fait son premier bout d'essai à Broadway, avec Jane Kelly. Et Don Tico dit « Tu mets la trompette. Cependant, comme c'est dramatique, dit Lorenza, raconte, ne me tiens pas plus longtemps en haleine. » Cependant, il fallait que je trouve quelqu'un pour me remplacer au génisse. « Débrouille-toi, » avait dit Don Tico, et je me suis débrouillé. Vous devez donc savoir, ô mes enfants, qu'en ces temps-là vivaient ici deux misérables, mes camarades de classe, bien qu'ils eussent 2 ans de plus que moi. Et cela vous en dit beaucoup sur leur disposition à l'étude. Ces deux brutes s'appelaient Hannibal Cantalamessa et Piombo. Un historique. Quoi donc demanda Lorenza. J'expliquai complice. Quand Salgari rapporte un fait vrai, ou que lui croyait vrai, disons que Taureau assis après Little Big Horn mange le cœur du général Custer, à la fin du récit, il met une note en bas de la page qui dit « un historique ». Voilà. Et cet historique, Hannibal Cantalamessa et Piombo s'appelait comme ça, et ça n'était pas leur plus mauvais côté. Il était fainéant, voleur de bande dessinée au kiosque et journaux. Il volait les douilles de ceux qui en avaient une plus belle collection, et il posait leur sandwich au saucisson entre les pages du livre d'aventure sur terre et sur mer que vous veniez leur prêter après qu'on vous l'avait offert pour Noël. Cantalamessa se disait communiste, beau, fasciste. Ils étaient l'un et l'autre disposés à se vendre à l'adversaire pour un lance-pierre. Il racontait des histoires de cul, avec d'imprécises notions anatomiques, et il parlait à qui s'était masturbé le plus longtemps la veille au soir. C'était des individus prêts à tout, pourquoi pas au génisse. Ainsi ai-je décidé de les séduire. Je leur vantais l'uniforme des joueurs de la fanfare, les emmenais aux exécutions publiques, leur laissais entrevoir des succès amoureux avec les filles de Marie, ils tombèrent dans le panneau. Je passais les journées dans le petit théâtre, muni d'un longeon, comme je l'avais vu dans les illustrations des opuscules sur les missionnaires. Je leur donnais des coups de baguette sur les doigts quand ils faisaient une fausse note. Le génisse n'a que 3 touches, pour l'index, le médium et l'annulaire. Mais pour le reste, c'est une question de bonne conformation de la bouche, je l'ai dit. Je ne vous en ai pas plus longtemps, mes petits auditeurs. Le jour vint où je pus présenter 2 génisses à Don Tico. Je ne dirais pas parfait, mais au moins pour une première répétition, préparée dans des après-midi sans repos, acceptable. Don Tico était convaincu. Il les avait revêtus de l'uniforme et il m'avait fait passer à la trompette. En l'espace d'1 semaine, à la fête de Marie Auxiliatrice, à l'ouverture de la saison théâtrale avec le petit Parisien, devant le rideau fermé, face aux autorités, j'étais debout pour jouer le commencement de beau début. Oh, splendeur, dit Lorenza, le visage ostensiblement inondé de tendre jalousie. Et Cecilia? Elle n'était pas là. Peut-être était-elle malade, que sais-je? Elle n'y était pas. Il leva les yeux, et du regard, il fit le tour du parterre, car maintenant, il se sentait barde, ou baladin. Il marqua un temps l'arrêt calculé. 2 jours après, Don Tico m'envoyait chercher et m'expliquait qu'Hannibal Cantalamessa et Piombo avaient gâché la soirée. Il ne gardait pas la mesure, se distrayait dans les pauses, en se lançant plaisanteries et railleries. Il n'attaquait pas au bon moment. Le génisse, me dit Don Tico, est l'ossature de la fanfare. Il en est la conscience rythmique, l'âme. La fanfare est comme un troupeau. Les instruments sont les brebis, le chef est le berger, mais le génisse est le chien fidèle et grondant qui tient les brebis au pas. Le chef regarde avant tout le génisse, et si le génisse le suit, les brebis le suivront. Mon petit Jacopo, je dois te demander un grand sacrifice, mais il faut que tu reviennes au génisse, avec les 2 autres. Toi, tu as le sens du rythme. Il faut me découvrir au pas, je te jure. Dès qu'ils deviendront autonomes, je te remets à la trompette. Je devais tout à Don Tico. Je lui dis oui.
Et à la fête suivante, les trompettes se sont levées et ont joué la table de bon début devant Cecilia, revenue au premier rang. Moi, j'étais dans l'ombre, génisse au milieu des génisses. Quant aux deux misérables, ils ne sont jamais devenus autonomes. Je ne suis plus revenu à la trompette. La guerre a pris fin, je suis retourné dans la ville, j'ai abandonné les cuivres. Et de Cecilia, je n'ai plus jamais rien su, pas même le nom. Pauvre chou, dit Lorenza, en venant dans son dos pour l'embrasser. Mais moi, je te reste. Je croyais que tu aimais les saxophones, dit Belbo. Puis il lui baisa la main en tournant à peine la tête. Il redevint sérieux. Au travail, dit-il. Nous devons faire une histoire du futur, pas une chronique du temps perdu. Le soir venu, on célébra abondamment la révocation du banc anti-alcoolique. Jacopo paraissait avoir oublié ses humeurs élégiaques, et il se mesura avec Biotalesi. Ils imaginèrent des machines absurdes pour s'apercevoir à chaque trouvaille qu'elles avaient déjà été inventées. À minuit, après une journée bien remplie, tout le monde décida qu'il fallait expérimenter ce qu'on éprouve à dormir sur les collines. Je mis au lit dans la vieille chambre avec des draps plus humides qu'ils n'étaient dans l'après-midi. Jacopo avait insisté pour que nous y placions de bonne heure le moine, cette sorte de bâti ovale qui tient soulevé les couvertures et sur lequel on pose un réchaud avec sa braise, et c'était probablement pour nous faire goûter à tous les plaisirs de la vie dans une maison campagnarde. Cependant, lorsque l'humidité est cachée, le moine la révèle franchement. On sent une tiédeur délicieuse, mais la toile semble mouillée. Patience. J'allumai un adage à frange, où les éphémères battent leurs ailes avant de mourir, ainsi que veut le poète. Et j'essayais de trouver le sommeil en lisant le journal. Mais, pendant environ une heure ou deux, j'entendis des pas dans le couloir, les portes s'ouvrir et se fermer. La dernière que j'entendis, une porte claqua avec violence. Lorenza Pellegrini mettait les nerfs de Belbo à l'épreuve. Le sommeil commençait à me gagner, quand j'entendis gratter à la mienne de porte. Difficile de comprendre s'il s'agissait d'un animal. Mais je n'avais vu ni chien ni chat, et j'ai eu l'impression que c'était une invite, une demande, un appât. Lorenza faisait peut-être ça parce qu'elle savait que Belbo l'observait, peut-être pas. J'avais jusqu'alors considéré Lorenza comme la propriété de Belbo, du moins par rapport à moi. En outre, depuis que je me trouvais avec Lia, j'étais devenu insensible aux autres charmes. Les regards malicieux, souvent d'entente, que Lorenza me lançait parfois au bureau ou au bar, quand elle charriait Belbo, comme pour chercher un ami ou un témoin, faisaient partie, je l'avais toujours pensé, d'un jeu de société. Et puis, Lorenza Pellegrini avait l'air de regarder quiconque de l'air de vouloir mettre au défi ses capacités amoureuses, mais d'une façon curieuse, comme si elle suggérait « je te veux, mais pour te montrer que tu as peur ». Ce soir-là, en entendant ce grattement, ces ongles qui rampaient sur le vernis du ventail, j'éprouvais une sensation différente. Je me rendis compte que je désirais Lorenza. Je mis la tête sous l'oreiller et pensai à Lia. Je veux faire un enfant avec Lia, me dis-je. Et à lui, ou à elle, je ferai tout de suite jouer de la trompette. À peine il sera soufflé. Sous les trois arbres était suspendue une lanterne. Vers midi, Lorenza nous rejoignit sur la terrasse, souriante. Et elle annonça qu'elle avait trouvé un train magnifique qui passait par ici à 12h30, et avec un seul changement, elle serait rendue à Milan dans l'après-midi. Elle demanda si nous l'accompagnions à la gare. Belbo continua à feuilleter les notes et dit « Il me semblait qu'Aguillet t'attendait toi aussi. Il me semblait même qu'il avait organisé toute l'expédition à elle pour toi. Tant pis pour lui, dit Lorenza. Qui m'accompagne ?» Belbo se leva et nous dit « J'en ai pour un instant et je reviens. Après, nous pouvons rester ici encore 2 petites heures. Lorenza, tu avais un sac ?» J'ignore s'il se dire autre chose pendant le trajet vers la gare. Belbo revint une vingtaine de minutes après et se remit à travailler sans faire d'allusion à l'incident. À 2 heures, nous trouvâmes un restaurant confortable sur la place du marché, et le choix des plats et des vins permit à Belbo d'évoquer encore d'autres événements de son enfance. Mais il parlait comme s'il citait la biographie d'un autre. Il avait perdu l'heureuse veine narrative de la veille. Au milieu de l'après-midi, nous prîmes la route pour rejoindre Aguillet et Gramont. Belbo conduisait vers le sud-ouest, tandis que le paysage changeait peu à peu, de kilomètre en kilomètre. Les coteaux de là-bas, même par un automne bien avancé, étaient petits et doux. Maintenant, par contre, au fur et à mesure que nous roulions,
l'horizon devenait plus large, bien qu'à chaque tournant augmentassent les pics où se retranchaient quelques villages. Mais entre un pic et un autre s'ouvraient les horizons infinis. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, comme observait Yotalévi, qui verbalisait judicieusement nos découvertes. Ainsi, tout en montant en troisième, on apercevait à chaque courbe de vastes étendues au profil ondulé et continu, qui, aux confins du plateau, s'estompaient déjà en une brume presque hivernale. On eût dit une plaine modulée de dunes, et c'était de la moyenne montagne. Comme si la main d'un démiurge inhabile avait pressé les cimes qui lui avaient semblé excessives, les transformant en une gelée de coin, tout en gibbosité. Jusqu'à la mer, qui sait, ou jusque sur les pentes de chênes plus âpres et tranchées. Nous arrivâmes dans le village où, au bar de la place centrale, nous avions rendez-vous avec Abélier et Garamond. À la nouvelle que Lorenza n'était pas avec nous, Abélier, si l'on fut contrarié, ne le fit pas voir. Notre exquise amie ne veut pas communiquer avec d'autres les mystères qui la définissent. Singulière pudeur que j'apprécie, dit-il, et ce fut tout. Nous poursuivîmes notre route. En tête, la Mercedes de Garamond et derrière la Renault de Belbeau, par vaux et collines, jusqu'à ce que, tandis que la lumière du soleil déclinait, nous fussions en vue d'une étrange construction perchée sur un coteau, une manière de château du XVIIIe, jaune, d'où se détachaient, ainsi me sembla-t-il de loin, des terrasses fleuries et arborées, luxuriantes malgré la saison. Lorsque nous parvînmes au pied de la côte, nous nous trouvâmes sur une esplanade où étaient garées quantité de voitures. C'est ici qu'on s'arrête, dit Abélier, et on poursuit à pied. Le crépuscule désormais devenait nuit. La montée apparaissait dans les lumières d'une multitude de torches allumées le long des pentes. C'est curieux, mais de tout ce qui se passa, depuis ce moment-là jusque tard dans la nuit, j'ai des souvenirs à la fois limpides et confus. J'évoquais l'autre soir dans le périscope, et je sentais un air de famille entre les deux expériences. Voilà, me disais-je, maintenant tu es ici, dans une situation qui n'est pas naturelle, étourdie par une imperceptible odeur de moisissure, de vieux bois, pensant être dans une tombe ou dans le ventre d'un vase où s'accomplit une transformation. Si seulement tu sortais la tête hors de la cabine, tu verrais dans la pénombre des objets qui aujourd'hui te paraissaient immobiles s'agiter comme des ombres élusiennes au milieu des vapeurs d'un sortilège. Et il en était allé ainsi, le soir au château. Les lumières, les surprises du parcours, les mots que j'entendais, et plus tard certainement les encens, tout conspirait à me faire croire que je rêvais un rêve, mais en une forme anormale, telle qui est proche du réveil quand il rêve qu'il rêve. Je ne devrais rien me rappeler. En revanche, je me rappelle tout, comme si ça n'était pas moi qui l'avais vécu, et que je me le sois fait raconter par un autre. Je ne sais pas si tout ce dont je me souviens, avec une si confuse lucidité, est ce qui s'est passé, ou ce que je désirais qu'il se passât, mais ce fut certainement ce soir-là que le plan prit forme devant notre esprit, comme volonté de donner une forme quelconque à cette expérience informe, transformant en réalité imaginée cette imagination que quelqu'un avait voulu réelle. Le parcours est rituel, nous expliquait Abélier tandis que nous montions. Ce sont des jardins suspendus, les mêmes, ou presque, que Salomon de Cos avait conçus pour Heidelberg. Je veux dire, pour l'électeur palatin Frédéric V, au grand siècle rose-croix. Il n'y a pas de lumière, mais il doit en être ainsi, parce qu'il vaut mieux entrevoir que voir. Notre amphitryon n'a pas reproduit avec fidélité le projet de Salomon de Cos, mais il l'a concentré dans un espace plus étroit. Les jardins de Heidelberg imitaient le macrocosme, mais qui les a reconstruits ici n'a fait qu'imiter le microcosme. Voyez cette grande rocaille, décorative sans nul doute, mais de Cos avait présent à l'esprit l'emblème de l'Atalanta Fugiens de Michael Mayer, où le corail est la pierre philosophale. De Cos savait qu'à travers la forme des jardins on peut influencer les astres, parce qu'il y a des caractères qui, par leur configuration, miment l'harmonie de l'univers. Prodigieux, dit Garamond, mais comment fait un jardin pour influencer les astres? Et il est des signes qui ploient les uns vers les autres, qui se regardent les uns les autres et qui s'embrassent, et contraignent l'amour. Et ils n'ont, ne doivent avoir forme certaine et définie. Chacun, selon ce que dicte sa fureur ou l'élan de son esprit, expérimente des forces déterminées, comme il arrivait avec les hiéroglyphes des Égyptiens.
Il ne peut y avoir de rapport entre nous et les êtres divins si ce n'est à travers des sceaux, des figures, des caractères et autres cérémonies. Pour la même raison, les divinités nous parlent par songes et énigmes, et ainsi de ces jardins. Chaque aspect de cette terrasse reproduit un mystère de l'art alchimique, mais malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de le lire, et notre hôte pas davantage. Singulier dévouement au secret, vous en conviendrez. Chez cet homme qui dépense tout ce qu'il a accumulé au cours de sa vie pour faire dessiner les idéogrammes dont il ne connaît plus le sens. Nous montions, et de terrasse en terrasse, les jardins changeaient de physionomie. Certains avaient forme de labyrinthe, d'autres figures d'emblèmes, mais on ne pouvait voir le dessin des terrasses inférieures que des terrasses supérieures, si bien que j'aperçus d'en haut le contour d'une couronne et beaucoup d'autres symétries que je n'avais pas pu remarquer quand je les parcourais, et qu'en tout cas, je ne savais pas déchiffrer. Chaque terrasse, pour qui se déplaçait au milieu des haies, par effet de perspective, offrait certaines images, mais revues de la terrasse supérieure procuraient de nouvelles révélations et même de sens opposés. Et chaque degré de cette échelle parlait ainsi de langues différentes au même moment. Nous aperçûmes au fur et à mesure que nous montions de petites constructions. Une fontaine à la structure phallique qui s'ouvrait sur une sorte d'arc ou petit portique, avec un Neptune piétinant un dauphin, une porte avec des colonnes vaguement assyriennes et un arc de forme imprécise, comme si on avait superposé triangles des polygones à des polygones, et chacun des sommets était surmonté par la statue d'un animal, un élan, un singe, un lion. Et tout ça révèle quelque chose demanda Garamond. Indubitablement, il suffirait de lire le Mundus Umbilicus de Piccinelli, qu'Alciate avait anticipé avec une singulière fureur prophétique. Le jardin entier est lisible comme un livre, ou comme un sortilège, ce qui est au fond la même chose. Vous pourriez, si vous le saviez, prononcer à voix basse ces mots que dit le jardin, et vous seriez capable de diriger une des innombrables forces qui agissent dans le monde sublunaire. Le jardin est un dispositif pour dominer l'univers. Il nous montra une grotte, une maladie d'algues et de squelettes d'animaux marins naturels en plâtre, en pierre, je ne sais. On entrevoyait une naïade, enlacée à un taureau à la queue écailleuse de grands poissons bibliques, couché au fil d'une eau qui coulait de la coquille qu'un triton tenait à la manière d'une amphore. J'aimerais que vous saisissiez la signification profonde de ce qui, autrement, ne serait qu'un banal jeu hydraulique. De Causse savait bien que si l'on prend un vase, qu'on le remplit d'eau et qu'on ferme son ouverture, même si ensuite on fore un trou sur le fond, l'eau ne sort pas. Mais si on fait aussi un trou vers le haut, l'eau coule ou jaillit en bas. N'est-ce pas une évidence, demandai-je? Dans le second cas, l'air entre par le haut et pousse l'eau en bas. Explication scientiste typique, montrant la cause pour l'effet, ou vice-versa. Vous ne devez pas vous demander pourquoi l'eau sort dans le second cas. Vous devez vous demander pourquoi elle se refuse à sortir dans le premier. Et pourquoi elle se refuse? Demanda anxieux Garamond. Parce que si elle sortait, il resterait du vide dans le vase. Et la nature a horreur du vide. Mais quoi vacui. C'était un principe rose-croix que la science moderne a oublié. Impressionnant, dit Garamond. Cachons-nous, dans notre merveilleuse histoire des métaux, ces choses doivent apparaître. Je vous en prie, instamment. Et ne me dites pas que nous, on n'est pas un métal, de l'imagination que diable. Excusez-moi, dit Belbo habillé, mais votre argument est post hoc ergo ante hoc. Ce qui vient après cause, ce qui venait avant. Il ne faut pas raisonner selon des séquences linéaires. L'eau de ces fontaines ne le fait pas. La nature ne le fait pas. La nature ignore le temps. Le temps est une invention de l'Occident. Tout en montant, nous croisions d'autres invités. Pour certains d'entre eux, Belbo donnait un coup de coude à Diopalesi qui commentait à voix basse. Eh oui, facies hermetica. Ce fut parmi les pèlerins à facies hermetica, un peu isolé, avec un sourire de sévère indulgence sur les lèvres, que je croisai M. Salon. Je lui souris, il me sourit. Vous connaissez Salon? Me demanda Aguillet. Vous connaissez Salon? Lui demandai-je à mon tour. Pour moi, c'est normal, j'habite dans son immeuble. Que pensez-vous de ce salon? Je le connais peu. Certains amis dignes de foi me disent que c'est un indicateur de la police. Voilà pourquoi Salon était au courant pour les éditions Garamond et pour Ardenti.
Quelle connexion y avait-il entre Salon et De Angelis? Mais je me limitais à demander à Aglier: et que fait un indicateur de la police dans une fête comme celle-ci? Les indicateurs de la police, dit Aglier, vont partout. N'importe quelle expérience est utile pour inventer des renseignements. Pour la police, on devient d'autant plus puissant qu'on sait plus de choses ou qu'on fait mine de savoir. Et peu importe que ces choses soient vraies, l'important, rappelez-vous, c'est de posséder un secret. Mais pourquoi Salon est invité ici, demandai-je. Mon ami, répondit Aglier, probablement parce que notre hôte suit cette règle d'or de la pensée sapientiale, selon laquelle toute erreur peut être la porteuse méconnue de la vérité. Le véritable ésotérisme n'a pas peur des contraires. Vous êtes en train de me dire qu'à la fin, ces gens sont tous d'accord entre eux. Quod ubique, quod ab omnibus, et quod semper. L'initiation et la découverte d'une philosophia perennis. Ainsi, philosophant, nous étions arrivés au sommet des terrasses, en empruntant un sentier au milieu d'un vaste jardin qui menait à l'entrée de la villa, ou castel, comme on voudra. À la lumière d'une torche plus grande que les autres, nous vîmes monter sur le faîte d'une colonne une jeune fille enveloppée d'une robe bleue, semée d'étoiles d'or, qui tenait à la main une trompette, de celle que sonnent les héros dans les opéras. Comme dans un de ces mystères médiévaux où les anges font parade de leurs plumes en papier venin, la fille avait aux épaules deux grandes ailes blanches, décorées de formes amygdaloïdes marquées dans leur centre par un point, et qui, avec un peu de bonne volonté, auraient pu passer pour des yeux. Nous vîmes le professeur Canestrès, un des premiers diaboliques qui nous avait rendu visite chez Garamond, l'adversaire de l'Ordo Templi Orientis. Nous eûmes du mal à le reconnaître parce qu'il s'était déguisé d'une façon qui nous parut bizarre, mais qu'Aglier définissait comme approprié à l'événement. Il était vêtu de lin blanc, les hanches saintes d'un ruban rouge croisé sur la poitrine et derrière aux épaules, et un curieux chapeau de forme 17e, sur lequel il avait piqué 4 roses rouges. Il s'agenouilla devant la fille à la trompette et dit quelques mots. « C'est bien vrai, murmura Garamond, il y a plus de choses dans le ciel que sur la terre. » Nous franchîmes un portail historié qui évoqua pour moi le cimetière Staglieno de Gênes. En haut, sur une complexe allégorie néoclassique, je vis ces mots sculptés « Condeleo » et « Congratulor ». À l'intérieur, les invités étaient nombreux et animés, qui se pressaient à un buffet dans un vaste salon d'entrée, d'où partaient 2 escaliers vers les étages supérieurs. J'aperçus d'autres têtes non inconnues, entre autres Bramanti et, ô surprise, le commandeur des Goubernatis. ACA déjà exploité par Garamond n'est sans doute pas encore placé devant l'horrible possibilité d'avoir tous les exemplaires de son chef-d'œuvre au pilon, parce qu'il s'avança à la rencontre de mon directeur en lui manifestant respect et reconnaissance. Aglier eut droit au respect d'un type de taille menue qui se porta vers lui, avec des yeux exaltés. À son inconfondable accent marseillais, nous reconnûmes Pierre, celui que nous avions entendu accuser Bramanti de maléfice, derrière la porte du cabinet d'Aglier. Je m'approchai du buffet. Il y avait des carafes remplies de liquides colorés, mais je ne parvins pas à les identifier. Je me versai une boisson jaune qui semblait du vin. Ça n'était pas mauvais, avec un goût de vieux rosseli, mais c'était certainement bien alcoolisé. Il y avait peut-être quelque chose dedans. La tête commença à me tourner. Autour de moi se pressait une foule de faciès herméticae, à côté de faces sévères de préfets de la retraite. Je saisissais les briques de conversation. Au premier stade, tu devrais réussir à communiquer avec d'autres esprits, puis projeter en d'autres êtres des pensées et des images, charger les lieux avec des états émotifs, acquérir de l'autorité sur le règne animal. Dans le 3e temps, tu essaies de projeter un double de toi dans n'importe quel point de l'espace. Bilocation, comme les yogis, tu devrais apparaître simultanément en plusieurs formes distinctes. Après, il s'agit de passer à la connaissance suprasensible, des essences végétales. Enfin, tu essaies la dissociation. Il s'agit d'investir l'assemblage tellurique du corps, de se dissoudre en un lieu et réapparaître en un autre, intégralement, je dis, et non pas dans son seul double. Dernier stade, la prolongation de la vie physique. Pas d'immortalité, pas dans l'immédiat. Mais toi, il faut de la concentration, je ne te cache pas que c'est pénible. Tu sais, je n'ai plus 20 ans. Je retrouvais mon groupe au moment où ils entraient dans une pièce aux murs blancs et aux angles arrondis. Sur le fond, comme dans un musée raisin,
Mais l'image qui affleura à mon esprit ce soir-là fut celle de l'hôtel que j'avais vu à Rio dans la tombe des Ubanda. 2 statues presque grandeur nature, en cire, revêtues d'une matière scintillante qui me parut digne d'un très mauvais accessoiriste. L'une était une dame sur un trône, avec une robe immaculée, ou presque, constellée de paillettes. Au-dessus d'elle descendaient suspendues à des fils des créatures de forme imprécise, qui ressemblaient à ces poupées de Nancy, en feutre, servant d'ornement autrefois. Dans un coin, un amplificateur laissait parvenir un son lointain de trompette, celui-ci de bonne qualité, sans doute un air de Gabrielli, et l'effet sonore était d'un goût plus sûr que l'effet visuel. Sur la droite, une autre figure féminine, habillée de velours cramoisi, ceinturée de blanc et coiffée d'une couronne de laurier, à côté d'une balance dorée. Aguillet nous expliquait les diverses références, mais je mentirais en disant que j'y prêtais beaucoup d'attention. M'intéressait plutôt l'expression de nombreux invités qui passaient d'un simulacre à l'autre avec un air révérencieux et ému. Ils ne sont pas différents de ceux qui vont dans un sanctuaire voir la Vierge Noire aux robes brodées et recouvertes de cœur en argent, dit Jadelpo. Ils pensent peut-être que c'est là la mère du Christ en chair et en os. Non, mais ils ne pensent pas non plus le contraire. Ils se plaisent à la similitude. Ils sentent le spectacle comme vision et la vision comme réalité. Oui, dit Belbo, mais le problème n'est pas de savoir si ces gens sont meilleurs ou pires que ceux qui vont au sanctuaire. J'étais en train de me demander qui nous sommes, nous qui croyons à naître plus loin que notre concierge. Ai-je le droit de les juger, eux, moi qui rôde à la recherche de Mme Bovary pour lui faire une scène? Diotallevi hochait la tête et me disait à voix basse qu'on ne devrait pas reproduire l'image des choses divines, et que celles-ci étaient toutes des épiphanies du veau d'or. Mais ça l'amusait. L'alchimie est une chasse de prostituées. Soudain, la salle tomba dans la pénombre et les murs s'illuminèrent. Je m'aperçus qu'ils étaient recouverts aux 3/4 d'un écran semi-circulaire où on allait projeter des images. Lorsqu'elles apparurent, je me rendis compte qu'une partie du plafond et du pavement était d'une matière réfléchissante. Et réfléchissants étaient aussi certains des objets qui d'abord m'avaient frappé par leur grossièreté, les paillettes, la balance, un écu, quelques coupes en cuivre. Nous nous trouvâmes plongés dans un milieu des corps à queue où les images se multipliaient, se segmentaient, se fondaient avec les ombres des assistants. Le pavement reflétait le plafond le pavement, et tous ensemble, les figures qui apparaissaient sur les murs. Avec la musique, des odeurs subtiles se répandirent dans la salle. Au début, des encens indiens, puis d'autres, plus imprécis, par moments désagréables. D'abord, la pénombre s'anéantit en une obscurité absolue. Puis, alors qu'on entendait un gargouillement glutineux, un bouillonnement de lave, nous fûmes dans un cratère où une matière visqueuse et sombre tressaillait à la lueur intermittente de grandes flammes jaunes et bleuâtres. Une eau grasse et brillante s'évaporait vers le haut pour redescendre sur le fond, telle une rosée ou une pluie. Et alentour flottait une odeur de terre fétide à un relent de moisie. J'inhalais le sépulcre, le tartare, les ténèbres, et il se répandait autour de moi un purin venimeux qui coulait entre des langues de fumier, terreau, poudre de charbon, boue, menstrues, fumée, plomb, excréments, écorce, écume, naphte, noir plus noir que le noir même, qui s'éclaircissait à présent pour laisser apparaître 2 reptiles, l'un bleu clair et l'autre rougeâtre, enlacés en une sorte d'étreinte, se mordant réciproquement la queue en formant comme une unique figure circulaire. C'était comme si j'avais bu de l'alcool en dépassant la mesure. Je ne voyais plus mes compagnons disparus dans la pénombre. Je ne reconnaissais pas les figures qui glissaient à côté de moi, et je les percevais telles qu'ils voient les silhouettes décomposées et fluides. Ce fut alors que je me sentis saisi par une main. Je sais que ce n'était pas vrai, et pourtant, je n'osais pas me retourner sur le moment pour ne pas découvrir que je m'étais trompé. Mais je distinguais le parfum de Lorenza, et c'est alors seulement que je compris combien je la désirais. Ce devait être Lorenza. Elle était là, pour reprendre ce dialogue fait le frôlement, d'ongles rampant contre la porte qu'elle avait laissée en suspens la veille au soir. Soufre et mercure paraissaient s'unir dans une chaleur humide qui me faisait palpiter l'aine, mais sans violence. J'attendais le rubis, l'enfant androgyne, le sel philosophal, le couronnement de l'œuvre au blanc.
J'avais l'impression de tout savoir. Peut-être des lectures des derniers mois réaffleuraient-elles à mon esprit, peut-être Lorenza me communiquait-elle son savoir à travers le toucher de sa main, dont je sentais la paume légèrement moite. Et je me surprenais à murmurer des noms lointains, des noms qu'à coup sûr, je le savais, les philosophes avaient donnés aux blancs, mais avec lesquels moi, peut-être, j'étais en train d'appeler anxieusement Lorenza. Je ne sais, ou peut-être ne faisais-je que répéter en moi-même comme une litanie propiatoire, cuivre blanc, agneau immaculé, aïbateste, alborache, eau bénite, mercure purifié, orpiment, azoc, borac, cambar, caspat, cérus, cire, chaya, Colérisso, Alex, Euphrate, Ève, Fada, Favonius, fondement de l'art, pierre précieuse de Gédinis, diamant, zibac, ziva, voile, narcisse, lys, hermaphrodite, aïe, hypostase, ilée, lait de vierge, pierre unique, lune pleine, mer, lune vive, légumes, œufs, flegme, point, racine, fête de la nature, terre feuillée, tévos, tacar, vapeur, étoile du soir, vent, virago, vers de pharaon, urine d'enfant, vautour, placenta, monstrueux, serviteur fugitif, main gauche, sperme des métaux, esprit éteint, suc, souffle onctueux. Dans la poire, maintenant grisâtre, se dessinait un horizon de roches et d'arbres secs, au-delà duquel se couchait un soleil noir. Puis il y eut une lumière à presque nous aveugler, et apparurent des images étincelantes qui se reflétaient partout, créant un effet kaléidoscopique. Les effluves étaient à présent liturgiques, religieux, je commençais à éprouver un mal de tête, une sensation de poids au fond. J'entrevoyais une salle fastueuse couverte de tapisseries dorées, peut-être un banquet de noces, avec un époux princier et une épouse toute blanc vêtue, puis un vieux roi et une reine sur le trône. À côté d'eux, un guerrier et un autre roi à la peau sombre. Devant le roi avait été dressé un petit hôtel portatif où se trouvait un livre relié de velours noir et une lumière sur un chandelier d'ivoire. À côté du chandelier, un globe terrestre tournant sur lui-même et une horloge à sonnerie, surmontée d'une petite fontaine de cristal d'où jaillissait sans cesse une eau rouge sang. Sur la fontaine, il y avait peut-être un crâne, d'une orbite à l'autre rampait un serpent blanc. Lorenza m'allumait des mots à l'oreille, mais je n'entendais pas sa voix. Le serpent ondulait au rythme d'une musique triste et lente. Les vieux monarques portaient maintenant une robe noire, et devant eux étaient 6 cercueils couverts. On entendit quelques sons sourds de basse tuba, et apparut un homme encapuchonné de noir. Ce fut d'abord une exécution hiératique, comme s'il se déroulait au ralenti, et que le roi acceptait avec une joie dolente, inclinant, docile, le chef. Ensuite, l'encapuchonné abattit une hache, une lame, qui faucha l'air à l'allure d'un pendule, et l'impact de la lame se multiplia par chaque surface reflétante. Et dans chaque surface, par chaque surface, ce furent 1000 têtes qui roulèrent, et à partir de ce moment-là, les images se succédèrent sans que je parvinte à suivre l'événement. Je crois que peu à peu, tous les personnages, y compris le roi à la peau sombre, étaient décapités et installés dans les cercueils. Puis, toute la salle se transforma en un rivage marin, ou rive lacustre, et nous vîmes accoster 6 vaisseaux illuminés, où furent transportées les bières. Les vaisseaux s'éloignèrent sur le plan d'eau, s'évanouissant dans la nuit, et tout se déroula tandis que les encens s'étaient fait palpables sous forme de vapeur dense. À un moment, je craignais d'être parmi les condamnés, et autour de moi, beaucoup murmuraient « Les noces! Les noces !» J'avais perdu le contact avec Lorenza, et c'est alors seulement que je m'étais retourné pour la chercher parmi les ombres. À présent, la salle était une crypte, ou un tombeau somptueux, à la voûte éclairée par une escarboucle d'extraordinaire dimension. Dans chaque angle apparaissaient les femmes en robe virginale, autour d'une chaudière à 2 étages, un castel au soubassement de pierre dont le porche avait l'air d'un four. 2 tours latérales, d'où sortaient 2 alambics qui se terminaient en une boule ovoïdale, et une 3e tour centrale qui s'achevait en forme de fontaine. Dans le soubassement du castel, on apercevait les corps des décapités. Une des femmes apporta une cassette, d'où elle tira un objet rond qu'elle déposa sur le soubassement, dans un arc de la tour centrale, et aussitôt, au sommet, la fontaine se mit à jaillir. J'eus le temps de reconnaître l'objet, c'était la tête du mort, qui maintenant brûlait telle une souche. Mettant en ébullition l'eau de la fontaine, vapeur, souffle, gargouillement. Cette fois, Lorenza posait sa main sur mon nuque, la caressait comme je l'avais vu faire furtive pour Jacopo dans la voiture. La femme portait une sphère d'or,
Elle ouvrait un robinet dans le four du soubassement et faisait couler de la sphère un liquide rouge et dense. Après quoi, la sphère fut ouverte et au milieu du liquide rouge, elle contenait un œuf gros et beau, aussi blanc que neige. Les femmes le prirent et le posèrent à terre, dans un tas de sable jaune, jusqu'à ce que l'œuf s'ouvrit, et qu'en sortit un oiseau encore difforme et sanglant. Mais abreuvé du sang des décapités, il commença à croître sous nos yeux et devenir magnifique et resplendissant. À présent, il décapitait l'oiseau et le réduisait en cendres sur un petit autel. Certains pétrissaient la cendre, versaient la pâte ainsi obtenue dans 2 moules et plaçaient les moules à cuire dans un four, tout en soufflant sur le feu avec 2 tuyaux. À la fin, les moules furent ouverts et apparurent 2 figures pâles et gracieuses, presque transparentes, un jeune garçon et une jeune fille, pas plus haut que 4 enfants, doux et charnus comme des créatures vivantes, mais avec des yeux encore vitreux, minéraux. On les posa sur 2 coussins et un vieux leur versa dans la bouche des gouttes de sang. D'autres femmes arrivèrent en portant des trompettes dorées, décorées de couronnes vertes, et elles entendirent une au vieillard qui approcha de la bouche des 2 créatures encore suspendues entre une longueur végétale et un amène sommeil animal, et il commença à insuffler de l'âme dans leur corps. La salle se remplit de lumière, la lumière s'atténua en pénombre, puis en une obscurité coupée par des éclairs oranges. Ensuite, il y eut une immense clarté d'aube, alors que quelques trompettes sonnaient hautes et retentissantes. Et il y eut un éclat de rubis insoutenable. À cet instant, je perdis à nouveau Lorenza, et je compris que je ne la retrouverais plus. Tout devint d'un rouge flamboyant, qui lentement s'estompa en indigo et violet, et l'écran s'éteignit. Ma douleur au fond s'était faite insupportable. Mysterium magnum, disait Aguillet, maintenant à voix haute et tranquillement à mes côtés. La renaissance de l'homme vaut à travers la mort et la passion. Bonne exécution, dois-je dire, même si le goût allégorique a peut-être influé sur la précision des phases. Ce que vous avez vu était une représentation, c'est normal, mais qui parlait d'une chose. Et notre hôte prétend que cette chose, il l'a produite. Venez, allons voir le miracle accompli. Et si s'engendre de tels monstres? Il le conduisit dehors, dans le jardin, et tout d'un coup, je me sentis mieux. Je n'osais pas demander aux autres si Lorenza était vraiment revenue. Je l'avais rêvé. Mais après quelques pas, nous entrâmes dans une serre, et de nouveau la chaleur suffocante m'étourdit. Au milieu des plantes tropicales pour la plupart, se trouvaient 6 ampoules de verre en forme de poire ou de larmes, hermétiquement closes par un seau et pleines d'un liquide céruléen. À l'intérieur de chaque vase, on voyait un mètre haut d'une vingtaine de centimètres. Nous reconnûmes le roi aux cheveux gris, la reine, le mort, le guerrier, et les 2 adolescents couronnés de laurier, un bleu et l'autre rose. Ils évoluaient avec un mouvement natatoire gracieux, comme s'ils se mouvaient dans leur élément. Il était difficile d'établir s'il s'agissait de modèles en plastique, en cire ou d'êtres vivants, d'autant que la légère turbidité ne permettait pas de comprendre si le faible allaitement qui les animait provenait d'un effet d'optique ou de la réalité.